Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on s'intéresse aux jeunes managers, comment les former, comment les accompagner. On va en parler avec Estelle Caderet, directrice marketing de Simundia, justement du coaching pour les managers. Elle est notre invitée. Le grand entretien, la restauration d'entreprise, vos tickets, vos cartes et le pouvoir d'achat. On va en parler avec Ilan Wananou. Il est le directeur France Dead & Red. Vous connaissez évidemment cette marque. On fera le point évidemment sur des enjeux législatifs. Bah oui, il n'y a pas de gouvernement. Il y a une loi en suspens pour savoir si on peut continuer à utiliser sa carte ou ses tickets restaurants en janvier 2025. On fera le point sur ce sujet avec lui dans quelques instants. Et enfin, pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, le métier d'ingénieur. Un état des lieux à travers un baromètre. C'est le 35e, on en parlera avec Bernard Catelin, il est président de l'IESF. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des managers et de leur accompagnement, de leur formation, parce que ces managers sont souvent en difficulté. Aujourd'hui, plus que jamais, on en parle avec vous, Estelle Caderet, ravie de vous accueillir, directrice marketing de Simundia, entreprise, organisme de formation créé en 2017, c'est comme ça qu'on vous présente ? Oui, on aime bien se présenter comme une start-up de coaching digital. Et effectivement, c'est une start-up qui a été créée par Grégoire Schiller et Colo Mondula en 2017. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 200 grands groupes en France et dans le monde sur des enjeux de transformation RH, transformation des organisations, performance managériale, féminisation des équipes dirigeantes, rétention des talents. Tous les sujets qui traversent ou qui transforment le métier de manager se fait en coaching. Qu'on soit précis, c'est pas dans une salle de classe, vous réinventez le système, c'est du distanciel. Exactement. C'est vraiment un coaching en visioconférence et ça fonctionne un peu comme une forme de plateforme Doctolib. Le collaborateur va réserver son créneau et être en autonomie sur son parcours de coaching à distance. Et ensuite, il peut aller jusqu'à prendre son téléphone et le faire dans sa voiture en train de manger son sandwich entre midi et 2 s'il le veut. S'il le veut. On ne le recommande pas de cette manière, mais il le peut. Estelle, un mot sur votre étude, parce que vous sortez une étude qui révèle des contrastes et des besoins. On va regarder ces chiffres, c'est intéressant pour les moins de 35 ans, parce qu'il y a des tranches d'âge en fonction des âges, de l'arrivée dans l'entreprise, de la maturité. 49% des moins de 35, je parle des managers, souhaitent développer leur légitimité managériale, ce qui semble assez évident. 12% motivés et développer son équipe. Et le dernier point, 10%, améliorer sa ou ses capacités relationnelles. Le début, c'est évident, on est manager, on est propulsé, on manque de confiance. Ça veut dire quoi pour les deux autres items ? Ça veut dire qu'il a besoin de trouver de l'impact ? Ça veut dire qu'en fait, dans un premier temps, quand on prend un poste de manager, on a souvent besoin d'abord de définir son périmètre, d'établir sa crédibilité. Et on ne pense pas tout de suite à l'impact qu'on peut avoir sur ses collaborateurs, ceux de son équipe. Centré sur son métier. Oui, exactement. Et donc, on peut aussi même avoir des enjeux plus inter-équipe. On ne pense pas non plus forcément à l'impact qu'on peut avoir sur les autres équipes. Et donc, nous, en coaching, c'est typiquement sur ce genre de sujet qu'on intervient. On essaye de mettre de la conscience là-dessus et de les accompagner pour qu'ils aient les bonnes compétences pour traiter ça. Amélioration des capacités relationnelles, c'est cette chose qu'on entend beaucoup ici dans l'émission Smart Job, c'est-à-dire des managers qui sont des bons techniciens, très diplômés, très compétents, mais qui n'arrivent pas à communiquer avec leurs équipes. C'est un enjeu. Ah oui, c'est un enjeu, mais on le voit partout en fait. Enfin, c'est typique du manager qui prend une fonction de managériale. Il va arriver avec une expérience d'expert sur son sujet. Par exemple, un commercial va être excellent dans son domaine et on se dit, bah, tiens, on va le promouvoir et on va lui proposer de devenir manager de son équipe. Et en fait, nous, ce qu'on aime dire chez Simundia, c'est que devenir manager, c'est pas une promotion, c'est une reconversion. Donc, c'est vraiment un tout nouveau métier qu'il faut apprendre. C'est aussi trouver des facteurs de reconnaissance qui sont ailleurs. C'est des compétences qui sont nouvelles et donc ça demande vraiment une formation, un accompagnement. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment très peu de managers qui sont accompagnés sur ça et donc c'est aussi ce qu'on voulait démontrer avec cette étude, c'est qu'il y a un besoin là-dessus. Il y a un besoin, il y a une volonté qui vient du manager ou qui vient, je dirais, de l'équipe RH qui finalement dit on nomme ce nouveau manager, il lui faut ce tronc commun. Comment ça se passe ? C'est lui qui le réclame lors de l'entretien annuel ou c'est le DRH qui lui dit de toute façon tu devras passer par les fourches codines de Simundia ?
Alors je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime pour dire que les managers ont besoin d'être formés au moment de leur prise de poste. Que Ça, c'est sûr. Voilà. Et après, il faut quand même continuer à faire des piqûres de rappel. Ah oui, absolument. Nous, d'ailleurs, on intervient avant, pendant, après. Avant, au moment de la détection du potentiel, pendant, au moment de la prise de poste, et après, parce qu'en fait, c'est une formation continue. Le management, c'est un métier humain. Donc, fondamentalement, on est dans l'art de la relation, et ça se cultive sur toute une vie. Et d'autre part, quand on est sur du coaching, désolée, là, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais Estelle, juste un mot, la durée de cette formation, c'est 1 mois, 6 mois, c'est-à-dire que vous dites au manager, vous entrez dans ce programme distanciel et vous pourrez choisir, parce que l'enjeu c'est de pouvoir choisir son créneau quand on a un peu de temps, ce qui n'est pas si simple pour un manager. C'est quoi? C'est 3 mois? 3 mois, c'est une bonne durée. On est sur du 3 fois 1 heure, en fait. C'est-à-dire qu'on propose, notre coaching, qui est l'approche de coaching situationnel, s'est défini sur 3 sessions d'1 heure, qui peut être effectivement répartie sur 3 mois. C'est plutôt idéal. Ça laisse le temps, en fait, entre chaque séance, de mettre en pratique les conseils du coach, de consulter les contenus qu'on pousse, etc. Donc ça, c'est effectivement la bonne durée. Un mot avant de nous quitter. En face, Simundia, ceux qui sont devant la caméra, les experts, les formateurs, c'est qui? C'est des psychologues, c'est des managers, c'est des gens qui sont en fonction, ce sont des formateurs professionnels, c'est qui? Alors, nos coachs, on les sélectionne de manière très stricte. En général, ce sont des personnes qui ont 15 ans d'expérience professionnelle, qui ont plus de 1000 heures de coaching à leur actif, qui sont eux-mêmes supervisés par un coach et qui sont certifiés par un organisme qu'on sélectionne aussi à travers le monde. Et ils ont suivi tout un tas d'étapes. On veut être sûr que ce soit des personnes extrêmement qualifiées. Et c'est ce qui fait aujourd'hui vraiment l'unicité aussi de notre proposition auprès des DRH. Merci Estelle Cadoret, j'imagine aussi que ça se fait dans plusieurs langues, l'anglais de base. Oui, toutes les langues que vous voulez. Toutes les langues que l'on souhaite. Merci de nous avoir rendu visite Estelle Cadoret, directrice marketing Simundia, 50 collaborateurs créés en 2017 et c'est du coaching, du distanciel, mais en fait du présentiel à distance. Il faut le préciser, c'est pas de la synchrone. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. On tourne une page, le cercle RH aujourd'hui pour parler de vos fameux tickets restaurants ou de vos cartes, parce qu'il reste encore du papier, il reste évidemment des cartes, ça dépend des entreprises, de leur choix. On va en parler avec le directeur général France d'Edenred, avec un sujet législatif. Est-ce qu'on pourra continuer à acheter au supermarché avec notre carte d'autres produits que notre sandwich? C'est un vrai sujet puisque la loi n'a pas été votée. On en parle avec le directeur général France d'Edenred. Il est notre invité. Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec Ilan Ouananou. Bonjour Ilan. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général France d'Edenred. On va parler alors des tickets restaurants, des enjeux législatifs, parce que je sais que vous êtes sur ce sujet en première ligne. Puis on parlera aussi de la manière dont l'entreprise pivote, repense plus largement son modèle, l'accompagnement et le travail que vous allez mener auprès des DRH, parce qu'il y a aussi, on en parlera dans notre émission, un outil à destination des DRH. Je sais que, je crois que vous êtes membre du MEDEF 92, me semble-t-il. Avant de démarrer, je voudrais simplement rendre hommage à Yvon Gattaz qui nous a quittés il y a quelques jours. Il était venu sur notre plateau, il avait 97 ans. Il a été le président du CNPF, c'est-à-dire l'ancêtre du MEDEF. Il a dirigé Radial, entreprise que dirige aujourd'hui son fils Pierre. C'est un homme pétillant, absolument incroyable, et qui a rencontré François Mitterrand, puisque quand François Mitterrand est élu en 81, eh bien, il était à la tête du CNPF. Et lors de cette émission qui était riche et finalement très émouvante, je vais poser une question simple. Comment il faisait pour recruter? Je propose de l'écouter, évidemment, pour rendre hommage et avoir une pensée pour toute la famille Gattaz. Évidemment, Pierre était sur notre plateau il y a quelques jours pour une émission spéciale. Écoutez cet extrait. J'avais un truc à moi. J'ai honte de raconter parce que tout le monde me dit que c'est pas sérieux. Mon DRH faisait le tri et m'amenait les 3 derniers candidats. Et ils entraient dans mon bureau l'un après l'autre et je devais donner mon avis en disant entre A, B, C et D, A, B, C, je préfère C, etc. Et là j'avais un truc à moi qui faisait rire tout le monde. Je disais toujours, je choisis celui qui a les yeux qui brillent. Je vous vois sourire, Ilan. Est-ce que le directeur général, vous avez évidemment une DRH et un service recrutement, mais parfois dans le final cut, est-ce que vous recrutez de cette manière aussi à
On n'est pas dans l'IA là, on est juste dans le regard, dans l'intuition. Ça match ou ça matche pas? Ce que dit Yvon Gattaz, à mon avis, est très pertinent. Et je pense que... Moi, je considère que lorsqu'un candidat arrive dans mon bureau, c'est qu'il a été préfiltré, pré-trié, que ses compétences sont validées, son CV parle pour lui ou pour elle, et que ma préoccupation, c'est le fit, en fait. C'est est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Est-ce que cette personne a envie de travailler avec moi? Et est-ce que j'arrive à bien projeter la personne dans la culture d'Edenred? J'irai pas jusqu'à dire que je le vois dans ses yeux, comme disait Monsieur Gattaz. En revanche, cette dimension émotionnelle, oui, je la prends en compte. Voilà pour cet extrait qui date de 2 ans. Il avait 97 ans, il nous a quittés à l'âge de 99 ans. Il aurait eu 100 ans en juin 2025. On pense évidemment à sa famille et à ses enfants. Retour à Edenred, Ilan Ouananou. Edenred, non pas dans l'œil du cyclone, mais en première ligne pour savoir ce qui va se passer le 1er janvier 2025. Et vous êtes monté au créneau à la télévision, sur les réseaux sociaux, pour dire, attendez, rassurez-vous, on est tous d'accord, mais il n'y a pas de loi. Le texte a été voté à l'Assemblée et parti au Sénat. Pour l'instant, il n'y a pas de texte qui va permettre aux Français de pouvoir donner la carte Edenred et de pouvoir continuer à payer leurs courses avec. On est d'accord? Oui, on est d'accord, il n'y a pas de loi. Mais en fait, il faut recontextualiser ce sujet. On a lu beaucoup de choses dans les médias qui avaient une tonalité un peu de panique, avec des titres du type « On ne pourra plus faire ses courses au supermarché à partir du 1er janvier 2025 ». C'est totalement faux. Il a toujours été possible de faire ses courses en supermarché avec son ticket restaurant et il sera toujours possible de le faire. La seule différence, c'est ce qu'on achète. C'est quelle est la gamme de produits qui est éligible au ticket restaurant et la gamme de produits qui n'est pas éligible. Jusqu'à maintenant, en fait, depuis les années 80, en réalité, il a toujours été possible d'acheter tous les produits, à l'exception des produits qui ne sont pas constitutifs d'une pause déjeuner, comme les produits crus, la viande crue, le poisson cru, ou les produits de base, l'huile, les pâtes, le riz. Depuis 2022, avec l'inflation alimentaire, il y a eu un petit coup de pouce aux citoyens français et on les a autorisés temporairement à acheter ces produits bruts et ces produits de première nécessité avec le ticket restaurant. C'est de cette loi dont on parle. Cette loi permettra-t-elle de proroger cette facilité au 1er janvier 2025 ou pas? Les Français le souhaitent, veulent garder cette liberté. Le gouvernement a déposé un amendement pour que ce soit prorogé. L'Assemblée nationale a voté cet amendement. Elle est arrivée au Sénat et là, c'est resté bloqué au Sénat. Je vais vous donner mon avis, que j'ai exprimé également sur les médias. Mon avis, c'est que le gouvernement trouvera et les parlements trouveront une solution pour que cette mesure soit prorogée. Parce que les Français le souhaitent, 96% des Français le souhaitent. Et si jamais elle n'est pas prorogée après le 1er janvier 2025, c'est comme tout, il y aura une période de tolérance en attendant que cette loi soit prorogée. Donc l'enjeu, et pour qu'on soit bien précis, c'est sur le type de produit que l'on pourra acheter. Donc vous pourrez aller acheter votre sandwich ou votre petite barquette de carottes râpées ou de macédoine avec vos tickets et votre carte. On est d'accord. Et on rassure vos auditeurs, au 1er janvier, ils pourront continuer à aller au supermarché pour faire leurs courses avec leur ticket restaurant. Qu'on soit précis, et vous le savez mieux que quiconque pour ceux qui ont des cartes, c'est 25 €, capé à 25 et non pas 38 comme ça avait été autorisé pendant la période Covid. 25 € par jour. Est-ce que vous faites partie de ceux qui militaient, après tout une loi va être votée, en disant mais peut-être aller un peu plus loin sur dépasser les 25 € pour repartir? Pas forcément, parce que la vocation du ticket restaurant, en fait, c'est de permettre aux salariés de bien s'alimenter pendant sa journée de travail. Bien s'alimenter pendant sa journée de travail avec 25 €, en théorie, c'est tout à fait possible. Et il ne faut pas dévoyer le titre restaurant en le transformant simplement en un instrument de paiement ou un outil pour faire ses courses. Donc 25 €, c'est très bien. 25 €, c'est très bien. En préparant l'émission, j'ai été sidéré. J'avais la certitude, moi qui n'ai pas de ticket ni de carte, que tout était passé en numérique comme Edenred a pris le virage il y a déjà quelques temps. On a encore 30% de titres émis en papier. Est-ce que là aussi Edenred pousse pas pour qu'à un moment donné on harmonise et que tout soit définitivement mis en numérique sur des cartes? Ah si, absolument. Nous, on a été pionniers de la digitalisation depuis très longtemps. D'ailleurs, au moment où on se parle, chez Edenred, c'est 85% des tickets restaurants qui sont digitaux et 15% qui sont en papier. En moyenne sur le marché, c'est 70% digital, vous l'avez rappelé, et 30% en papier. Et c'est quoi? C'est la demande du client? C'est parce que l'entreprise avec qui vous travaillez exige du papier? Parce que les gens aiment bien le petit bruit de... D'abord, c'est la demande du client. C'est beaucoup dans le secteur public, pour être honnête, et dans certaines petites PME, parce que les habitudes sont tenaces et que c'est plus difficile en fait de digitaliser dans ces secteurs-là tant qu'on n'aura pas une loi qui le rendra obligatoire. Donc, à la question, est-ce qu'Edenred pousse dans ce sujet-là?
Oui, et en fait, toute la filière pousse, y compris les restaurateurs pour qui c'est pénible de gérer du ticket restaurant. Donc, ça serait beaucoup moins coûteux pour les restaurateurs et les commerçants de gérer uniquement du digital. Et à ce propos, ça fait un petit moment qu'on travaille avec les gouvernements successifs à une grande réforme du ticket restaurant qui emporte notamment la dématérialisation totale. Il se trouve qu'on a eu une dissolution et une censure qui ralentit un petit peu les choses, mais nul doute que le prochain gouvernement reprendra les travaux. Ilan, vous êtes avec nous, c'est aussi l'occasion... Quand on pense à Edenred, on pense ticket restaurant et on en parle depuis presque 8 minutes. Sauf que c'est 50% du chiffre d'affaires. Edenred, c'est tout autre chose. C'est aussi l'accompagnement des CSE, c'est aussi des cadeaux, c'est aussi ce qui va accompagner un CSE. Ça, on ne le sait pas. C'est 50% de votre activité quand même. Oui, en fait, Edenred, si on essaye de définir ce qu'on fait en réalité, nous, notre métier, c'est d'être ancré au cœur du monde du travail. Nos clients, ce sont des DRH, ce sont des CSE. Et ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on cherche à les accompagner dans l'amélioration de la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés, l'engagement des salariés. Et pour ce faire, on a 3 métiers. Le premier métier, on vient d'en parler, ce sont les avantages aux salariés. L'alimentation. Il y a le ticket restaurant, mais il y a aussi les cartes cadeaux, il y a le CESU pour la garde d'enfants, il y a les plateformes télétravail, il y a la mobilité durable, tout ça, c'est l'univers des avantages aux salariés. Ça apporte du pouvoir d'achat, etc. Et puis il y a un deuxième domaine qui est nouveau pour nous, qui est l'engagement et le bien-être des salariés. Et on propose Edenred Engagement. Edenred Engagement, qui est une nouvelle plateforme que nous lançons là en ce moment sur le marché français, qui vient accompagner nos clients, DRH, dans le bien-être et l'engagement des salariés. Et notre troisième métier, c'est l'accompagnement des CSE. Les CSE qui sont des élus, qui ont besoin d'outils, logiciels, une plateforme e-commerce d'œuvres sociales qui leur permet de gérer leur activité d'élu au quotidien. Ça, ce sont les 3 métiers. Les 3 piliers, dont 50% du volume global du CA correspond au ticket restaurant. Donc on voit que le reste se partage les 2 pôles. Edenred Engagement, on voit l'esprit. On est d'accord, vous ne parlez pas directement aux collaborateurs, c'est au DRH que vous apportez ce service. Donc vous arrivez en marque blanche, Edenred n'existe plus, on gomme Edenred ? En fait, tout à fait. On propose une plateforme digitale qui est une sorte de bouquet de services digitaux, un portail finalement. On le propose au DRH. En marque blanche, donc ça porte la marque de l'entreprise, ça porterait la marque de Bismart ou de l'entreprise qui acquiert cette licence. Mais en réalité, les services qui sont dans cette plateforme sont bien à destination des salariés. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans concrètement ? Il y a un module de communication. Module de communication, c'est quoi ? C'est un réseau social interne d'entreprise. Imaginez un LinkedIn de l'entreprise interne dans lequel l'entreprise poste du contenu, mais également le salarié poste du contenu. Les collaborateurs like, commentent, etc. Et ça permet de créer un sentiment d'appartenance. Et on sait que le sentiment d'appartenance, c'est essentiel dans l'engagement des salariés. Donc, réseau interne pour l'entreprise et les collaborateurs. Premier module. Deuxième module, c'est un module de reconnaissance. On le sait, en France, on a plein de qualités, mais on a un défaut, c'est qu'on ne sait pas dire merci et on ne sait pas dire bravo, contrairement à nos collègues anglo-saxons. Nous, ce qu'on a essayé de faire au travers de ce portail, c'est de gamifier la reconnaissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'envoie une e-carte, bravo, merci, bon anniversaire, joyeuse fête des mères, félicitations à telle ou telle équipe qui a fait un super travail ou qui a accompli tel projet. Tout ça, publié sur ce fameux réseau social d'entreprise qui crée un sentiment de reconnaissance. Et on sait que la reconnaissance... J'existe et on me dit merci publiquement, c'est un élément absolument fondamental. De la pyramide de Maslow, la fameuse, mais également de l'engagement. Et vu par la communauté, c'est intéressant, c'est pas du gré à gré, c'est toute la communauté qui voit. On peut le faire en degré à gré, on peut le faire de façon publique. Troisième module, le bien-être. Qu'est-ce que c'est le bien-être ? Pourquoi c'est important le bien-être ? Parce qu'en fait, on est en train d'arriver dans une période du monde du travail dans laquelle la nouvelle génération Z, comme on en parle souvent, se dit, moi je suis prêt à me donner à fond dans l'entreprise, je suis prêt à être très engagé, mais il faut que l'entreprise démontre qu'elle s'occupe de moi. Non pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. Et donc je veux que l'entreprise s'occupe de ma santé mentale, de ma santé physique, de ma santé financière, de ma santé juridique, de mon développement personnel, de m'aider dans la parentalité, de m'aider dans la scolarité de mes enfants. Tout ça, on attend de l'entreprise qu'elle apporte des solutions. Et donc, il ira sur cette plateforme. Sur ce portail, on a un bouquet de contenu qu'on a fait d'ailleurs avec des partenaires. Par exemple, pour le physique, on échange avec TrainMe. Pour le mental, on échange avec Kali. Toutes ces entreprises-là apportent du contenu
au sein du portail, en vidéo, en tuto, en audio, en texte, pour apporter des solutions concrètes. Comment je fais du sport, mon pilate, mon yoga. Les recettes pour bien me nourrir. Donc un 360. Un 360 plus du le bien-être. discount pour terminer. Et Parce que dernier c'est module, intéressant quand le même. discount, plus prosaïque mais très important. Typiquement, eh bien, écoutez, nous on a négocié avec plus de 150 enseignes. Carrefour, Auchan, Casino, Avec des prix attractifs. Leroy Merlin, Sephora, Jacadi, etc. Des prix attractifs, et vous, en tant que salarié, grâce au fait que votre DRH a pris la licence Edenred Engagement, vous pouvez acheter un voucher de 100 € qui vous aura coûté 10 € pour aller chez Leroy Merlin ou autre, et vous aurez gagné 10 € de pouvoir d'achat. Les DRH vous regardent, puisqu'il y a beaucoup de DRH qui regardent notre émission. C'est votre cible, mais on parlait des CSE tout à l'heure. Est-ce que les CSE peuvent être aussi, alors évidemment la taille est plus réduite, mais là vous touchez les élus. Est-ce que c'est aussi une cible que vous envisagez en deuxième temps? En fait, les CSE ont déjà leurs outils. Le CSE, c'est un pilier fondamental de l'engagement en entreprise. Ils ont déjà leurs outils. Là, c'est un outil qui est dédié aux DRH. Juste un mot quand même, les DRH, l'idée c'est quoi? Parce qu'il y a quand même un enjeu de vouloir régler un certain nombre de sujets qu'ils n'ont pas le temps de régler et dont ils n'ont pas forcément les moyens de régler. C'est ça l'enjeu en fait de Edenred Engagement. Si des DRH nous écoutent, et en fait, j'aimerais leur dire que nous, on leur parle au quotidien. On parle à 160 000 clients en France de toute taille, de la PME jusqu'au grand groupe. On parle à beaucoup de DRH. Ce qu'on entend de leur part, c'est qu'on est à un point d'inflexion maintenant du monde du travail. Il y a ces attentes de la nouvelle génération sur le bien-être et l'engagement. Que ce sujet de l'engagement, qui est un sujet qui est éminemment émotionnel, c'est la relation émotionnelle que le salarié établit avec son entreprise, Bien sûr. qui fait que le salarié devient un ambassadeur de son entreprise, qui fait qu'il fait ce qu'on appelle l'extra mile, qu'il devient positif et enthousiaste. Ça a un lien extrêmement fort avec la performance. Et donc c'est un sujet auquel il faut qu'on s'intéresse. Nous, ce qu'on fait chez Edenred, c'est qu'on ne peut pas résoudre la totalité du problème. C'est évidemment multifactoriel. Mais on apporte une solution concrète, tangible, digitale, clé en main, pour aider le salarié dans son programme d'engagement. Edenred Engagement, ça existe, hein, ça se déploie. Évidemment, allez jeter un œil sur cette plateforme. Merci Ilan Ouananou. Et puis merci de nous avoir rassurés aussi, parce que là c'est très prosaïque et très pragmatique. Les fêtes vont passer. Et puis le 6, on pourra présenter à la grande surface ou à notre commerçant ou à notre restaurateur nos tickets restaurants ou notre carte. On est d'accord? On est d'accord. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Les DRH vous ont entendu sur cette plateforme Edenred Engagement. Puis je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, puisque c'est bientôt la fin des émissions. Merci Arnaud, et également et à toute l'équipe de Bismart. Merci à vous. On tourne une page, on s'intéresse aux ingénieurs. Tiens, c'est un sujet intéressant. Ingénieurs et industrie, c'est Fenêtre sur l'emploi et on accueille un expert. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, pour parler des ingénieurs. On en parle beaucoup sur ce plateau, ils tiennent une place importante dans nos entreprises, dans nos industries, et on en parle avec Bernard Catelin. Bonjour Bernard. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le président de IESF, donc ingénieur et scientifique de France. Et scientifique de France. Alors, pour être précis, je suis face à quelqu'un qui préside une association qui a été créée en 1848 et reconnue d'utilité publique en 1860, c'est-à-dire les ingénieurs sont nés dans cette période de la révolution industrielle. 35e baromètre, étude qui permet à chaque fois d'avoir une photographie. L'état des lieux, il est positif pour nos ingénieurs en France ou pas? Est-ce que ça reste encore compliqué? On nous dit on manque d'ingénieurs, on manque de femmes, on n'en a pas assez. Est-ce que vous partagez ce constat? Alors, je partage ce constat, bien évidemment. On manque d'ingénieurs, on manque de femmes, il manque de diversité, d'équilibre homme-femme. Pour autant, il y a des aspects extrêmement positifs là-dedans. Ça veut dire que les ingénieurs sont reconnus, qu'il y a un besoin d'ingénieurs. Aujourd'hui, ce sont des métiers dans lesquels il y a très peu de chômage. Le taux d'emploi est aujourd'hui, on a 2% de recherche d'emploi, ce qui est synonyme de plein emploi. Donc, il y a une vraie attractivité. Mais cette attractivité, elle renvoie aussi au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'ingénieurs, comme vous le disiez. Deux chiffres, vous les évoquez, entrons dans le vif du sujet à travers votre étude IESF Enquête 2024. 85%, c'est la promotion d'ingénieurs qui ont trouvé un emploi en moins de 3 mois sur les 3 dernières promotions de diplômés. Ça veut dire qu'on ne peine pas à accéder à l'emploi. Et puis le deuxième chiffre, et on va le commenter, 24,2%, c'est la promotion et la proportion de femmes parmi les 1 137 000 ingénieurs en activité. Et vous me disiez en préparant l'émission que on était passé un peu au-dessus. On est à 28, donc ça a progressé, puisque c'est une moyenne. Mais en fait, ce chiffre de 28, on n'arrive pas à le dépasser. Qu'est-ce qui se passe?
Les filles n'osent pas rentrer dans les écoles d'ingénieurs ? Alors d'abord, une remarque, notre enquête est une enquête annuelle, donc ça nous permet de voir année après année comment les choses évoluent. Donc, sur le sujet, alors ça a progressé effectivement. Les 24% aujourd'hui, c'est la moyenne sur l'ensemble des ingénieurs, quel que soit l'âge. Les dernières promotions, on est plutôt à 28%, donc c'est une petite amélioration. Sauf que ces 28%, ils existent depuis 2011. Depuis 2011, on stagne. On avait progressé dans les années précédentes. Il y avait davantage de femmes qui rejoignaient les métiers de l'ingénierie. Et aujourd'hui, ça stagne. On a même une inquiétude sur une possible diminution parce que ce que l'on constate, c'est que dans les études aujourd'hui, avec la réforme du baccalauréat, les jeunes filles, les jeunes femmes ont de plus en plus de réticence à choisir les mathématiques, à choisir la physique. Il y a derrière des aspects qui peuvent être des aspects culturels. Est-ce que ingénieur, c'est vraiment fait pour moi, peuvent se dire les jeunes femmes. On n'arrive pas à dépasser ça. Et quelque part, donc, dans cette présélection qui est faite avec le choix des options pour le bac, on se retrouve avec des jeunes femmes qui ne peuvent pas aller vers le métier d'ingénieur. Donc, alors, là, on est très très large, on parle des ingénieurs, mais il y a autant d'ingénieurs que c'est comme les journalistes, il y a autant de types de journalistes qu'il y a de secteurs d'activité. Ils se regroupent où, nos ingénieurs ? Parce qu'on nous dit aussi au même moment que l'industrie va pas très très bien, qu'on n'arrive pas à réindustrialiser, que c'est très compliqué. Donc de fait, tout ça doit avoir une incidence aussi sur nos ingénieurs. Alors, il y a une grande diversité, comme vous l'évoquez, dans les métiers des ingénieurs. L'industrie, aujourd'hui, c'est un peu plus d'un tiers des ingénieurs qui sont dans l'industrie, avec effectivement une petite baisse. Si on regarde la moyenne globale et si on regarde les dernières promotions, on doit être à 38% sur la moyenne globale et 36% sur les dernières promotions qui ont choisi l'ingénieur. Donc, une baisse qui est pas... Ça reste dominant, mais... Ça bascule sur quoi ? L'environnement, le climat, les enjeux ? Il y a beaucoup l'environnement, effectivement. Il y a beaucoup tout ce qui est ingénierie, pure et simple, tout ce qui est bureau d'études, avec là pour le coup des pénuries en la matière, une recherche de nouveaux ingénieurs qu'on a du mal à fournir, donc ça renvoie aussi à des problèmes de formation. Il y a tout ce qui tourne autour de l'environnement, effectivement, un peu le conseil aussi pour les promotions les plus récentes. Les ingénieurs peuvent aussi participer à ça. Ça, c'est intéressant. Dans la société. Non, parce que le conseil peine à recruter et s'ouvre vers de nouvelles filières comme les ingénieurs. Alors, il peine à recruter, donc de fait, il s'ouvre vers de nouvelles filières. Et là aussi, la demande est plus forte que l'offre. Donc, il y a vraiment des potentiels, des ouvertures qui sont faites pour tous les métiers d'ingénieurs qui devraient inciter à rejoindre ces activités-là. Mais là, on renvoie très vite à des sujets de formation. Juste une question, puisque j'évoquais la date de création 1848, dans les années 60, on les appelait dans les entreprises des ingénieurs maison. Ça existe toujours, où il faut être estampillé d'un diplôme d'école d'ingénieur pour être considéré comme ingénieur. Parfois, dans les entreprises, on était ingénieur maison parce qu'on avait acquis une compétence qui permettait de dire qu'on l'était. Alors aujourd'hui, pour avoir un diplôme d'ingénieur, effectivement, il faut l'école. Il faut une école, mais il y a des écoles qui proposent des formations qui sont des formations par alternance. Donc ça permet aussi, quelque part, de créer des ingénieurs maison. Et puis, il y a des équivalences qui peuvent se faire. Quand on a travaillé longtemps dans une entreprise, qu'on a une certaine technicité, on peut être reconnu comme ingénieur par le biais de tel ou tel diplôme. Donc ça veut dire que ça existe sur sa feuille de paye. Ça existe sur sa feuille de paye, absolument, et ça existe dans la reconnaissance globale, oui. Avant de nous quitter, pourquoi vous vous battez autant pour les ingénieurs? Parce que par ailleurs, vous avez une activité, vous n'êtes pas que président de l'IESF. Pourquoi cette passion? Pourquoi cet engagement? Moi, je suis ingénieur moi-même, de formation, polytechnicien, ingénieur des ponts, effectivement. J'ai le plaisir, le privilège d'être membre du directoire de la Société des Grands Projets, qui est une société donc, qui est en charge en particulier de la réalisation du Grand Paris Express. Et c'est une société, sur nos 1000 employés, on a peut-être 90% d'ingénieurs. Et on est tous les jours confrontés à la pénurie. Sujet, à cette pénurie. Au fait aussi qu'on a besoin de cette diversité dans les formations. Donc quelque part, le fait d'avoir des hommes, des femmes, c'est quelque chose qui est essentiel, quel que soit d'ailleurs leur type de formation. On a une grande diversité en la matière, donc se battre pour ça, c'est aussi quelque chose qui rejoint mon activité de tous les jours. Merci Bernard Catelin, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous, merci de votre fidélité, évidemment, vous qui êtes derrière le poste. Merci à toute l'équipe, Romain à la réalisation. Merci à Thibaut Ausson, merci à Juliette qui nous accompagne dans cette émission. Et merci évidemment à Nicolas Juchat. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.